va commencer pile à l'heure, parce qu'on est aux Utopiales, ça rigole pas. Sérieux, puis surtout j'ai des choses à dire, donc on va essayer de faire 1 heure. Et je suis obligé de faire 1 heure, parce que après j'ai une table ronde dans la salle 2001, et donc voilà, je suis obligé de faire 1 heure vraiment cette fois-ci. Armageddon a Deep Impact. Alors pourquoi je fais cette conférence? D'abord parce que vous me connaissez, j'aime bien mélanger science et science-fiction. Ça c'est une thématique aussi particulièrement présente dans des œuvres de fiction. Là je vais évoquer ces 3 films-là. Il y a bien sûr Don't Look Up qu'on pourrait aussi évoquer. Il a d'autres thématiques qui sont parallèles à celle-ci. Moi je vais vraiment discuter de ce qu'il y a dans ces 3 films-là, dont Météore aussi qui est moins connu. Et puis, il y a bien sûr l'étoile mystérieuse de Tintin. Bon, bref, si j'ajoute tout ça dedans, en plus autre chose que je ne dirai pas aujourd'hui, je pense que cette conférence peut faire, disons, 3 heures pour une base de discussion et sans doute 4 ou 5. Elle a été faite aussi pour partie avec mon collègue Sylvain Boulet, qui est un spécialiste en géosciences, qui est un géologue qui travaille à l'université Paris-Saclay. Il a des éléments, lui, il connaît des choses en géologie. Alors, les numéros qui sont entre les deux, on avait fait cette conférence ensemble une fois déjà, c'est pas la première fois que j'ai cette conférence, on l'avait faite ensemble. Les numéros qui sont entre les deux, c'est une façon un peu arrogante de dire qu'il y a 2 catégories de personnes dans le monde. Il y a ceux dont le nom est accolé à celui d'un astéroïde, dont le numéro est indiqué entre le nom et le prénom, et puis il y a ceux qui creusent. Et vous creusez, voilà. Donc c'est une façon arrogante de dire que voilà, il y a un bout de Le Hook qui tourne, un bout de caillou qui s'appelle Le Hook qui tourne quelque part entre Mars et Jupiter. Aucune chance qu'il nous tombe un jour sur le coin de la figure, rassurez-vous. Il y a une façon de nommer les astéroïdes qui est particulièrement intéressante d'ailleurs. Notamment, on ne peut pas nommer d'un nom de personne vivante ou morte un astéroïde qui pourrait potentiellement tomber sur la Terre, ce qu'on appelle un géocroiseur et qui va être le jour de la discussion d'aujourd'hui. Donc le Hook, aucune chance. Sauf si on fait des efforts particuliers pour le dévier et le faire tomber sur la Terre, qui vous tombe un jour sur le coin de la figure. Alors, dans ces 3 films-là, il est question de ce qu'on appelle impacteurs, d'objets qui peuvent frapper la surface de la Terre. Il y a toute une histoire de l'impactile. On a mis du temps à comprendre que certains cratères de la surface de la Terre étaient d'origine extraterrestre. On en est à un caillou, un gros caillou, qui tombe sur Terre, parce qu'on connaissait déjà les cratères volcaniques, mais pour certains autres cratères, c'est pas très clair ce qu'était leur origine. Et la même chose pour la Lune. Pour la Lune, il y a des cratères d'origine volcanique, il y a énormément de cratères d'origine impact. Il y a eu toute une discussion sur laquelle je passe complètement, pour pas allonger trop la conférence, qui est extrêmement intéressante sur la compréhension du fait qu'il y a effectivement des cailloux qui tombent du ciel, et que certains de ces cailloux font effectivement des traces manifestes, qu'on appelle astroblèmes, en français, astroblème, un problème, une blessure d'origine des astres, d'origine du ciel, que l'on trouve sur Terre. On en compte à peu près 160 sur Terre de ces astroblèmes. Et on en détecte, on en reconnaît des nouveaux. Certains ont des traces qui ont disparu. Alors où est-ce qu'ils sont ces impacteurs? Alors l'introduction du film Météore nous dit ça, en 1979, Météore. Les 2 autres films sont en 1998. Il y a une ceinture d'astéroïdes qui est représentée, c'est la zone verte qui est là. À chaque point est un astéroïde. Évidemment, les échelles de distance sont respectées, mais pas les échelles de taille. À l'échelle de distance qui est ici, un pixel est beaucoup trop gros pour représenter un astéroïde. Donc ça fait l'impression qu'il y en a plein, un peu comme quand on voit dans les films genre Star Wars, il y a une ceinture d'astéroïdes, il y a un champ d'astéroïdes. Et on les voit, les cailloux, ils sont là. Non, c'est absolument pas comme ça que ça se passe dans le réel. Et il y a un certain nombre de ces objets qui tournent essentiellement entre l'orbite de Mars et Jupiter. Jupiter, c'est la grande orbite bleue la plus extérieure, c'est celle-ci, et puis Mars est ici. La Terre est cette 3e orbite qui est ici, et là on voit beaucoup de ces objets. Là c'est une version statique. Normalement ils tournent, ils se déplacent, ils tournent, ils ont une orbite autour du Soleil. Et donc il y a des objets, des milliers, en fait maintenant même des centaines de milliers, et on est même maintenant à plus d'1 million d'astéroïdes détectés. Je disais tout à l'heure, dans ceux qui ont les noms d'astéroïdes, même dans les noms d'astéroïdes, il y a des catégories. Il y a ceux qui sont les astéroïdes historiques, de 1 à 1000 à peu près. Et là, ils ont des noms mythologiques. Ensuite, il y a les boss qui ont des noms qui ont un numéro d'astéroïde à 4 chiffres. Parce que c'était dans les premiers astéroïdes découverts. Donc, par exemple, ma collègue Brigitte Zanda, alors elle, c'est une boss, elle a un astéroïde 5096. Donc, elle a un nom d'astéroïde avec un numéro à 4 chiffres. Donc, ça, c'est les boss. Après, il y a ceux qui sont un peu moins boss, mais quand même, ils ont 5 chiffres, c'est-à-dire les astéroïdes découverts un peu après. Ceux qui ont 6 chiffres, déjà, bon, c'est dans les centaines de milliers. Et puis, ceux qui auront 7 chiffres, alors c'est encore plus tard. Donc, il y a même des détails rigolos. Ça montre qu'on est
à plus d'1 million d'astéroïdes, quasiment 1 million d'astéroïdes découverts quand même. Donc c'est une grande quantité. À quoi est-ce qu'il ressemble? Alors voilà ce que nous montre Orphée, c'est l'astéroïde de 30 km de diamètre qui est montré dans le film Météore. Bon, l'image est un peu sombre, mais on voit que c'est un gros caillou. En fait, à l'image, on voit que c'est un caillou assez irrégulier, ça c'est une très bonne idée, plutôt rugueux. Et à l'époque, en 1979, la seule image qu'on a d'un objet qui n'est pas la Lune ou la Terre, l'image proche, vue de l'espace, eh bien c'est cet objet-là, c'est Phobos, qui a été prise par la sonde Mariner 9 en 1971. Phobos, c'est un des 2 satellites de Mars. Il est assez petit, ils sont typiquement quelques dizaines de kilomètres de taille, beaucoup plus petit que la Lune, et on soupçonne, sont des astéroïdes capturés, ou alors peut-être le résultat de la collision entre Mars et un objet. Et ces objets-là, ils ont une forme régulière, on dirait un caillou, quoi, un gros caillou orbital. Et donc, il s'inspire de ça dans Orphée, pour faire Orphée, le satellite de Météore. C'est pas si mal. Et en plus, il se trouve que Phobos, il fait 26 km de diamètre. Donc, on a l'impression qu'ils ont dû prendre Phobos comme exemple, tant pour la taille que pour l'aspect, pour représenter Orphée. Alors maintenant, on sait mieux. Tout un tas d'objets ont été photographiés dans le système solaire, des objets, des petits corps, on appelle ça des petits corps, qui tournent entre typiquement la Terre et Jupiter. Alors là, les échelles de taille sont respectées, ce fait que Lutetia, qui est le gros objet central, Lutetia qui est ici, qui fait à peu près 100 km de taille, on donne 3 dimensions, parce que évidemment, ce ne sont pas des sphères. D'ailleurs, il y aurait pourquoi ce ne sont pas des sphères, il y a tout un plein de physique sur lesquels je passe. Et puis il y a des objets comme cela, Ida et Dactyle, ça c'est Dactyle tourne autour de Ida. Il y a des satellites d'astéroïdes. Et on en a d'autres très célèbres. Il y a même des astéroïdes qui ont des anneaux. Chariclo est un astéroïde qui a un petit anneau, un peu comme Saturne. Et pour un astéroïde, ça pose des tas de questions. Comment il s'est formé, comment il peut perdurer, etc. Il y a tout un tas de subtilités. Dactyle tourne autour de Ida. Dactyle, c'est 1 km. Ida, vous voyez, c'est plutôt 60 km de long. Ça, c'est les astéroïdes typiques qu'on voit. On voit que ça reste des cailloux. C'est assez lisse. L'expression vue de loin, malgré tout, vue de loin, ça reste assez lisse, avec des cratères, avec des montagnes, enfin des dénivelés. Alors la surface d'un astéroïde, on la voit mieux dans Armageddon, parce que là il se pose dans Armageddon, vous vous rappelez, il y a Harry Stamper qui déboule avec ses potes, ils vont faire un trou et boum, il va se passer un truc, on va en discuter tout à l'heure. Et voilà la surface de Armageddon, telle qu'elle est représentée. Alors évidemment, si on voit que c'est un film américain qui a dû être tourné aux États-Unis, on reconnaît des trucs, des messas, enfin des choses qu'on voit aux États-Unis. Ça a été tourné dans un parc, au parc national des Badlands dans le Dakota. Donc ils ont tourné ça aux États-Unis, puis ils ont mis une petite ambiance pour faire astéroïde, pour masquer un peu les détails. Mais en fait, c'est pas parfait, bien sûr, mais c'est pas si mal, parce que quand on regarde, alors c'est pas un astéroïde, l'image d'en dessous, c'est une image de la surface de la comète Churyumov-Gerasimenko, dite Chury, quand elle a été utilisée par Rosetta en 2014. Vous vous rappelez certainement de cet épisode qui a été très célèbre. Il y avait notamment le petit Philae là, qui est descendu, vas-y Philae, puis boum, 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 enfin bref, il est arrivé des problèmes. Mais il y a eu toute une affaire, et il y a des images tout à fait saisissantes qui ont été faites. Donc on voit que la surface, là c'est d'une comète. Alors, ce n'est pas vraiment comme un astéroïde, mais quand même, il y a pas mal de ressemblances, il y a des aspects assez ressemblants. La comète, elle est plus riche en glace, il y a une queue qui se forme quand elle s'approche du Soleil, une queue d'évaporation. Mais on voit qu'il y a des surfaces lisses, il y a des surfaces plus rocailleuses, il y a peut-être des trucs qui ressemblent à des messas. Donc, c'est assez... Bon, Armageddon, c'est un film qui n'est pas sans défaut, mais les messas, c'est pas terrible. Enfin, voilà, ils ont choisi de faire quelque chose d'assez plausible. Enfin, ils ont trouvé un terrain qui n'était pas ridicule. Alors... Voilà comment on aurait représenté l'astéroïde dans Armageddon. Là, c'est l'image, alors noire, enfin c'est un machin. Quand c'est noir et que ça bave et que ça a des dents, en général, c'est désagréable. Là, ça bave pas et ça n'a pas des dents, mais enfin c'est noir, donc ça arrive, ça va nous tomber sur la figure. C'est gros. Là, il nous dit c'est grand comme le Texas. Bon, il faut donner une échelle pour le président. Hein. Il faut lui dire, il comprend pas bien la science. Et bon, grand comment? Comme le Texas. Ok, le Texas, on comprend. Alors le Texas, c'est grand. Hein. Je sais pas si vous voyez comment c'est grand. Le Texas, c'est plus grand que la France. Hein. Le seul Texas, c'est plus grand que la France. J'ai superposé les deux pour vous dire que ça déborde un peu. Et on peut comparer un astéroïde. Alors, ils nous disent grand comme le Texas. Alors, grand comme le Texas, c'est quoi? C'est à peu près 1000 km, on va dire, la taille de la France. Vous voyez, de haut en bas, 1000 km, de droite à gauche, 1000 km, Texas un peu plus grand. Ben, le seul truc qu'on ait grand comme le Texas, en fait, c'est celui-ci. C'est Cérès. Je vais vous montrer une meilleure image tout à l'heure. Cérès, voilà une image qui a été prise par la sonde Dawn en 2015. 950 km de diamètre, Cérès. C'est gros. C'est vraiment un gros machin. Enfin, pour un astéroïde. C'est le plus gros astéroïde. C'est le premier astéroïde découvert par Piazzi l'astronome italien Giuseppe Piazzi en 1800. Le 1er janvier 1800, il l'a découvert. Et donc, alors là, vous voyez, sur Cérès,
il y a ça, là, ce genre de truc qui était très excitant, qui est très blanc, très réfléchissant. Ce n'était pas une base extraterrestre, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, il y a plein de choses à raconter là-dessus. C'est des remontées internes plus blanches, plus brillantes, qui sont riches en matériaux plus blancs et qui sont à la surface de Cérès. Donc ça donne des envies d'aller se poser sur Cérès, en fait, et d'aller voir ce qui se passe dans cet endroit. Alors, grand comme Cérès, ben, c'est possible, comme le Texas, c'est possible, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, c'est Cérès. Et Cérès, elle est tranquillement en orbite, il ne va pas nous emmerder. Donc le coup du grand comme le Texas, c'est no chance. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Là, cette courbe-là, elle montre verticalement le diamètre des astéroïdes et combien il y en a. Il y a un astéroïde qui fait 1000 km, c'est Cérès. Et après, plus ils sont petits, plus il y en a. Et on pense que dans les astéroïdes de 100 mètres, de quelque chose comme 100 mètres, ici c'est 1 km, 10 km, donc une centaine de mètres ici, c'est plusieurs dizaines de millions. Alors il y en a beaucoup. Plus ils sont petits, plus ils sont nombreux. Donc en fait, le danger, il ne vient pas vraiment des gros astéroïdes qui pourraient nous percuter. Il y en a un, on sait très bien où il est. Ils sont évidemment, s'ils nous tombent sur le coin de la figure, ça rigole pas. Mais c'est assez, on sait gérer. Parce que justement, il n'y a rien à gérer. Par contre, les tout petits, il y en a plein. Ils sont très nombreux, très difficiles à observer. Évidemment, comme ils sont de petite taille, ils vont peu réfléchir la lumière du soleil. Et donc, ils vont apparaître... pas du tout en fait apparaître, ils sont trop peu lumineux, trop peu réfléchissants et trop peu éclairés pour qu'ils apparaissent sur les télescopes, dans les images des télescopes qui les surveillent. Et donc il y a un vrai problème de détection des petits, enfin problème. Si on doit s'inquiéter d'une possible collision, il faut s'assurer qu'on les a bien détectés, qu'on peut les suivre, etc. Alors voilà combien il y a de géocroiseurs, parce que parmi tous les astéroïdes, il y en a un certain nombre dont on n'a rien à foutre, ceux qui tournent tranquillement entre Mars et Jupiter. Ceux qui sont embêtants, ce sont ceux dont l'orbite autour du Soleil croise celle de la Terre. On appelle les géocroiseurs. En anglais, on appelle aussi Near Earth Asteroid, NEA, Near Earth Asteroid. Et donc les géocroiseurs, comme leur orbite coupe celle de la Terre, il y a de temps en temps la possibilité qu'au point d'intersection se trouvent en même temps la Terre et l'astéroïde. Et c'est là il y a une collision. Si la Terre passe et l'astéroïde ensuite, ou l'inverse, l'astéroïde d'abord et la Terre après, on s'en fout. Et il n'y a pas besoin que ça soit avec un grand écart. La Terre, elle fait que 6400 km de rayon. Donc tant que l'astéroïde passe à plus que 6400 km du centre de la Terre, c'est bon, quoi. Même s'il passe un peu dans la haute atmosphère, ça sera assez spectaculaire sans doute. Et les astéroïdes sont passés à quelques milliers de kilomètres de la Terre déjà. Donc c'est déjà des machins de 100 mètres. On l'a détecté 3 jours avant, c'était un peu à la bourre. Mais bon, ils sont passés à côté, tout va bien. Bon, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Bon. Là, c'est le nombre de découvertes. Donc, vous voyez qu'il y a longtemps, on ignorait assez, on était assez mal informés parce qu'on n'avait pas lancé ces grands programmes de surveillance. Alors, dans les années 90, vous voyez, d'abord, il fallait réaliser qu'il existait des géocroiseurs et que des impacts sur Terre s'étaient produits à cause de ça. C'est toutes les années 60 et tout un travail qui a été fait pendant les années 60 pour se dire il y a quelque chose là-dedans, il y a des objets qui tombent sur Terre, des gros objets. Les météorites, on le savait déjà, depuis la météorite de l'Aigle, qui est tombée dans l'Orne, dans la ville de l'Aigle en 1804, où on a eu la preuve directe qu'il y a tombé des cailloux qui tombaient du ciel. Encore une histoire super intéressante. Mais oublions ça, il y a aussi des cailloux qui tombent, qui sont gros, qui font des trous, enfin des gros trous à la surface de la Terre, qui peuvent avoir des conséquences. Et puis en fait, vous allez voir, dans les années 90, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment faire... Ça arrivait vraiment et qu'on pouvait l'observer. En fait, en 92, est tombée sur Jupiter une comète, la comète Shoemaker-Levy 9, qui s'est brisée au voisinage de Jupiter et qui est tombée sur Jupiter. Il y a 23 fragments qui sont tombés sur Jupiter. On les a vus tomber, les uns après les autres, on les a tous vus tomber, ça s'est suivi, c'était incroyable, j'étais vivant à cette époque, j'ai pu suivre ça, et c'était incroyable. Et donc là, on s'est dit, ah ouais, donc non seulement c'est possible, mais en plus... ça arrive vraiment, et on peut le photographier, le suivre. Sur Jupiter, bon, ça va bien. Donc il a fallu à ce moment-là se poser la question de comment on fait pour les détecter. Ont été lancés les grands programmes de surveillance, de détection d'astéroïdes. Et là, on voit que la courbe de détection, elle augmente. Alors, en bleu, c'est l'ensemble des astéroïdes détectés. En orange, en bas, c'est les astéroïdes de plus d'1 kilomètre. Ceux-là, ils sont embêtants, les astéroïdes de 1 km. S'il en tombe un, on va voir tout à l'heure, ça ne fait pas rire, quoi. L'astéroïde des dinosaures, on estime que c'est entre 8 et 10 km de diamètre. Donc ça ne fait pas rire du tout. 1 km, ça ne fait pas rire. Quelques centaines de mètres non plus. Au-delà de 140 mètres, on n'aimerait pas trop. On aimerait pouvoir l'éviter, faire quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette taille de 140 mètres ici en orange. Alors ceux-là, on continue à en découvrir. Vous remarquez que ceux de plus d'1 kilomètre, on n'en trouve plus. On pense qu'on les a tous vus. On les connaît tous. Bon, on va peut-être en rater un ou deux, mais essentiellement, on les connaît tous. Et donc, on est plutôt tranquille de ce côté-là, au sens de savoir, de prévoir leur orbite à plusieurs dizaines, centaines d'années d'avance pour savoir s'il y aurait un problème. En revanche, ceux de 140 mètres, ça continue à croître, on en détecte toujours plein, et il y en a sans doute des dizaines de millions, il y en a qu'à des dizaines de milliers ou des centaines de milliers découverts. Donc il y a encore du boulot de ce point de vue-là, largement du boulot de ce point de vue-là.
Ces statistiques sont mises à jour, elles sont publiées, mises à jour, j'ai peut-être pas pris les toutes dernières valeurs, mais c'est mis à jour pratiquement tous les 6 mois, il y a des nouvelles, il y a des découvertes qui sont accumulées et publiées d'un coup. Alors, comment se sont formés ces géocroiseurs? Ce qui est intéressant, c'est que dans le film, il y a une théorie, enfin il y a une proposition dans Météore, bon, pour rendre les choses un peu dramatiques. Alors voilà comment ça se passe dans Météore. La proposition, c'est en fait une comète, il y en a qui peuvent passer à travers la ceinture des astéroïdes, pourquoi pas, qui vont percuter un astéroïde, probabilité infinitésimale, et dont un débris va être dévié et finira par tomber sur Terre. Donc c'est une chaîne causale qui a une probabilité assez faible. Dans Armageddon, c'est pareil, une comète traverse la ceinture d'astéroïdes et perturbe la ceinture d'astéroïdes. Voilà, il y a un truc qui passe, il y a tous ces cailloux dont on sait qu'ils sont entre Mars et Jupiter, et il y en a un qui est dévié, et pas de peau, il va juste sur la Terre. Alors, juste sur la Terre, c'est compliqué, parce que la Terre, elle se déplace autour du Soleil, donc vous voyez, c'est juste sur la Terre, en plus, enfin, franchement, il y a quelqu'un qui nous a cassé la tête, quoi, parce que c'est pas juste, je vous vise, quoi, c'est vous vous déplacez, et en plus, j'ai la bonne trajectoire pour vous rattraper et taper pile sur la Terre. Bon, on peut douter que ça se passe comme ça. En revanche, la formation des géocroiseurs, elle est assez claire. On a compris comment ça se passe. Quand on regarde tous les astéroïdes qui sont autour entre Mars et Jupiter, ils ont une distance comprise typiquement entre 2 et 3,5 unités astronomiques, c'est-à-dire 2 à 3,5 fois la distance Terre-Soleil. Et on voit les distributions, alors j'oublie les catégories, mais regardez, il y a des endroits où il n'y a rien. Tous les points, chaque point est un astéroïde. Les paramètres ici, c'est la distance, enfin le demi-grand axe de l'orbite, qui est elliptique en général, et verticalement l'inclinaison. Donc voilà, c'est des paramètres orbitaux, et on met tous ces astéroïdes dans ce plan-là. On regarde où ils se placent, comment sont leurs orbites. Et il y a des zones, c'est extrêmement clair, qu'on appelle les lacunes de Kirkwood, où il y a 0 astéroïdes. 0 qui ont cette orbite-là. Et ça, c'est dû au fait que ces orbites-là correspondent à des résonances avec Jupiter. Dans la résonance, donc quand il y a écrit 3, 2.1, c'est-à-dire que un astéroïde qui est en orbite là, il fait 3 fois le tour du Soleil quand Jupiter fait 1 fois le tour. C'est-à-dire que régulièrement, il prend un petit kick gravitationnel de Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, donc elle a une influence, elle va influencer les orbites, elle est à 5 unités astronomiques, elle n'est pas loin derrière, et elle est vraiment grosse. Et donc elle va perturber, petit à petit, perturber, et au fil des orbites, perturber au point d'évacuer ces orbites qui sont en résonance avec Jupiter. Alors les résonances 3.1, les résonances 5.2, 5 tours, 2 tours, et les résonances 2.1, 2 tours, 1 tour. Il y a des endroits où on ne peut pas être en orbite parce que Jupiter vous éjecte. Si vous êtes en orbite là, vous êtes éjecté. Et donc ce sont ces satellites éjectés de ces orbites-là dont on pense qui passent sur notre orbite, qui n'est plus en résonance avec Jupiter, sur laquelle ils peuvent perdurer et qui peut être très elliptique et croiser l'orbite de la Terre. Il y a même des satellites, des astéroïdes dont l'orbite croise celle de Vénus, celle de Mercure. Donc il y a aussi la possibilité d'avoir des collisions éventuellement avec Mercure ou avec Vénus. Donc on a une origine plus claire, vous voyez que ce n'est pas une collision, ça s'est fait au fil des millions d'années de l'évolution du système solaire, où il y a eu tous ces cailloux-là entre Mars et Jupiter, qui est une planète avortée, c'est pas une planète brisée, c'est une planète qui n'a jamais pu se former justement à cause de l'influence gravitationnelle de Jupiter. Et puis là-dedans, il y a des débris qui ont dégagé parce qu'ils étaient au mauvais endroit, ils étaient en résonance, comme on dit, gravitationnelle avec Jupiter, et Jupiter les a éjectés au fil du temps, lentement, mais de manière certaine. Alors est-ce qu'on peut éviter une collision ? C'est important de savoir si on peut éviter une collision. C'est important parce que d'abord, éventuellement, c'est une catastrophe qui serait d'ampleur dramatique. Et donc, il faut se donner les moyens. On peut estimer quand même que les dinosaures, s'ils ont disparu, c'est parce qu'ils avaient un programme spatial de mauvaise qualité. Donc, on peut discuter, est-ce qu'il faut surveiller? Donc, spatial, ça veut dire à la fois de surveillance. On va regarder où ils sont, les cailloux, essayer de les détecter. Et puis, une fois qu'on sait où ils sont, est-ce qu'on peut les dévier? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? S'il y en avait un vraiment qui était, dont on prévoyait la collision avec la Terre, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, dans Météore, c'est un fragment d'astéroïde, donc, qui est 8 km de diamètre, et qui est détourné de son orbite, on l'a vu, par une comète, qui a dû une collision, et qui arrive sur la Terre à une vitesse de 48 000 km/h. Ça fait à peu près 13,4 km par seconde. C'est pas mal. C'est pas mal à la fois dans les dimensions, c'est un peu grand. Bon, il faut que ce soit dramatique. Là, c'est l'astéroïde des dinosaures. 8 km, c'est un gros bousin. Ça, on ne veut pas que ça arrive sur la Terre. Vraiment, on ne veut pas. 13 km par seconde, c'est une bonne vitesse. 48 000 km/h, c'est une bonne vitesse parce qu'on peut estimer la vitesse minimum et la vitesse maximum avec laquelle un astéroïde peut tomber sur la Terre. Il vient de l'infini, il tombe sur Terre, ou j'oublie le reste, il tombe sur Terre, il va arriver avec une vitesse qui est la vitesse de libération de la Terre, qui est 11 km par seconde. Et maintenant, il vient de l'infini et il tombe sur le Soleil.
Il arrive sur le Soleil avec une vitesse de 600 km par seconde. La gravité du Soleil est beaucoup plus importante. La vitesse de libération du Soleil est plus importante. Mais il croise la Terre, cet objet qui vient de l'infini, il croise l'orbite de la Terre, il est en train de tomber vers le Soleil à une vitesse qui est de 40 km par seconde. 42 km par seconde. Et s'il croise la Terre frontalement, la Terre, elle tourne autour du Soleil avec une vitesse de 30 km par seconde. 42 plus 30, 72. Ça vous donne l'intervalle, au moins 11 km par seconde, au plus 72 km par seconde. Et eux, ils mettent 13, c'est pas mal. C'est pas con, c'est joli coup. Ils auraient pu mettre un truc énorme, délirant, enfin 250 millions de kilomètres par seconde. Non, ils ont mis un truc. Alors 250 millions de kilomètres par seconde, ça joue encore, mais la vitesse de la lumière, c'est 300 millions de kilomètres par seconde. Donc à un moment donné, il faut... Voilà, c'est la science-fiction, mais il ne faut pas être plus vite que la lumière quand même. Donc là, on a un objet qui a une bonne vitesse, qui est plausible. Et en fait, le film Météore s'inspire d'un projet qui s'appelle le projet Icarus. Icarus, c'est un astéroïde à 4 chiffres, et qui est nommé selon la mythologie, donc c'est les 4 chiffres historiques, qui est un astéroïde géocroiseur, et dont la taille, c'est 1,4 km, et il a une période de 1,12 ans. Donc il tourne autour du Soleil avec une période un peu supérieure à celle de la Terre. Là, j'ai représenté ici l'orbite d'Icarus par rapport à la Terre. Donc il est géocroiseur, il croise Vénus, il croise Mercure aussi. Et là, c'est le 16 juin 2015, voilà, il est passé à 21 fois la distance Terre-Lune. C'est tranquille, hein. Dès qu'on passe à plus de 6400 km, c'est relax, hein. Donc 21 fois la distance Terre-Lune, c'est même pas un problème. C'est juste cool, il va passer assez près, on pourra l'observer en détail si on avait les moyens de l'observer. Si on a pu l'observer en détail parce qu'on avait les moyens de l'observer. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 68, il était prévu qu'il passe à 16 fois la distance Terre-Lune, DTL, la distance Terre-Lune, et qu'il y a un enseignant du MIT, en 67, qui a proposé un exercice à ses étudiants. Icarus frappe la Terre. En fait, il va passer à la date dite, mais au lieu de passer assez loin, il va frapper la Terre. Comment vous évitez la collision? Vous avez 15 mois pour répondre à la question. J'attends, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il faut rendre la copie. Et donc, il le fait en temps réel. C'est-à-dire, il arrive, c'est prévu, vous avez 15 mois. Voilà. Comment vous faites? Alors, ils ont envisagé un certain nombre de solutions. La solution évidente, je dirais à l'américaine, mais finalement, pas besoin d'être à l'américaine. On se dit, bon, il y a un gros bousin qui arrive, on va le patater. Alors, ils estiment que pour réduire Icarus en fragments, en poussière, si j'ose dire, il faut une bombe de 1 million de mégatonnes, 1000 mégatonnes de TNT. C'est beaucoup. À l'époque, là on est en quoi, 67, la Tsar Bomba a explosé, la bombe russe en 61, au-dessus de la Nouvelle-Zélande, 50 mégatonnes. 50. Une seule bombe, 50. Là on parle de 1000. Bon, les arsenaux nucléaires de l'époque, easy quoi. 1000, ils les ont largement, mais c'est en plein de bombes, c'est pas en une seule. Bon, et on n'en a pas une seule qui fait ça. Plusieurs bombes plus petites, évidemment, hein, ça tombe sous le sens, puisque, comme dit chez les artilleurs, il faut compenser l'imprécision du tir par l'abondance de la mitraille. Donc, paf, plein de bombes. Alors, le problème de plein de bombes, c'est qu'il faut qu'elles explosent pile en même temps. C'est une qui explose un peu avant, elle va se faire sauter les autres, ça va pas être nickel, il y aura de la perte en ligne, on comprend, ça va pas aller. Bon, alors ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? On peut dévier Icarus quand on se passe à l'aphélie, à sa distance la plus loin du Soleil. Ça se passe en novembre 67. Mais pour faire ça, donc il est là-haut, on le pousse un petit peu, et puis ça change son orbite et il rate la Terre. Ça change un petit peu son orbite et il rate la Terre. Mais ça, il faut lancer avant le printemps 1967. Pas de peau, la question est posée en janvier 67, ils ont 3 mois pour faire la fusée, faire le plan, lancer, on oublie. Donc on comprend que là, ça met en jeu la question du timing. C'est important, si c'est déclaré pendant 3 jours, on finit les EPL tranquille, et puis adieu, quoi. Enfin, si ça tombe sur Nantes, si ça tombe ailleurs, on verra. Et finalement, ce qu'ils ont retenu comme solution, c'est d'envoyer des bombes de 100 mégatonnes. Donc on était censé savoir faire, vous voyez, la Tsar, là, cette grosse bombe russe, c'est 50 mégatonnes. Ils avaient prévu initialement une énergie de 100 millions de tonnes de TNT. Ils ont réduit à 50, ça fait un truc incroyable. Enfin, regardez Tsar Bomba sur Internet, vous verrez. Maintenant, les Russes ont libéré les images de l'explosion. Et de l'envoyer, non pas de faire exploser, c'est-à-dire de dire il faut que tout le monde se pose dessus, puis ça explose de façon synchrone pour détruire. On va faire exploser ça en surface. C'est pas grave, c'est pas synchrone. L'idée, c'est de provoquer à la surface une éjection de matière qui va pousser. C'est pas les bombes elles-mêmes qui vont pousser. Elles vont provoquer une éjection de matière à la surface de l'astéroïde qui va pousser l'astéroïde à l'opposé de l'éjection de matière, faire une sorte d'effet fusée, créer une sorte de réacteur, si j'ose dire, c'est pas vraiment un réacteur, mais d'éjecter de la matière pour pousser l'astéroïde en direction opposée, et ça va
un petit peu dévier, et encore une fois, il n'y a pas besoin que ça dévie beaucoup. Hein. Quand l'astéroïde est assez loin, le dévier de sa vitesse de quelques centimètres par seconde, ça peut être suffisant pour que 6 mois plus tard, il rate la Terre de suffisamment de kilomètres. Et pour le faire en pratique, eh bien, on savait le faire, enfin on imaginait savoir le faire. On va prendre la fusée Saturne V. Elle était là, la fusée Saturne V, 67, elle existe, mais elle n'est pas encore lancée vers la Lune, mais elle existe. Et elle a une énorme capacité de mise en orbite basse. Chaque bombe de 100 mégatonnes fait 19 tonnes, physique, c'est-à-dire c'est un tas de ferraille de 19 tonnes. On la met dans la Saturne V, on envoie plein de Saturne V, et puis basta, c'est réglé. Bon, c'était tout théorique comme exercice, mais il y avait l'impression qu'on pouvait faire quelque chose, disons, tenter un coup. À défaut que ça marche, on pouvait tenter un coup, on n'était pas les bras ballants à se dire ça nous tombe sur la figure. Alors dans le film Icarus, ben voilà, le système Hercules de défense planétaire des USA, 14 fusées qui ont des bombes de 100 mégatonnes. C'est exactement le projet Icarus. Alors dans le film c'est assez marrant, parce que les fusées elles sont d'abord braquées vers l'URSS. Il y a l'équivalent, parce que mais évidemment c'est secret, personne ne sait. Les Russes ont le même système. Ils se rendent compte pour dire ouais il y a comme Icarus, comment on pourrait faire. Alors les autres ont dit on a bien une idée, mais il faudrait que vous détourniez aussi votre système de fusée qui nous vise pour que, en même temps, alors les deux systèmes simultanément ils surveillent que tout le monde fait en même temps, c'est assez drôle, c'est les guerres froides, et qui vont chacun détourner leur truc qui vise l'adversaire pour l'envoyer vers le truc. Donc voilà, c'est exactement ça qui est appliqué dans Météor. Ils ont repris le projet Icarus pratiquement mot pour mot. Alors dans Météor, on voit ça aussi, la trajectoire, au 1er décembre, 2 décembre, le truc approche. Impact dans 3 jours, donc on sent que ça va mal, quoi, ça s'approche. Alors bon là, c'est simplifié évidemment, parce que ça vous vise, mais en fait, la Terre se déplace, tout le monde se déplace, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus précis. Mais enfin, vous avez 3 jours, et voilà ce que vous dit le docteur Bradley dans Météor, à propos d'Orpheus. Voilà, il nous dit, ben voilà, le 1 mile, donc les 1 kilomètre de roche qui arrive et qui vous tape sur la tête, ça va faire 30 000 miles par heure de vitesse, ça va faire un cratère qui va faire tant et tant. Et puis Orpheus, il fait 5 miles de taille, 8 km, donc ça rigole pas. Enfin bon, on va déguster. Bon, alors on peut faire les calculs. Alors comme je vous connais, comme je me connais, j'ai fait les calculs. Alors il y a un petit site, je vous donne le lien, mais vous le trouverez. On peut faire, il y a un simulateur d'impact. Hein. Il y a des géophysiciens qui ont simulé ces impacts. Ils ont mis en ligne. Vous pouvez simuler un impact qui tombe sur Nantes de 1 km de diamètre, par exemple, pour voir ce que ça fait. Ça fait des dégâts évidemment. Et là, j'ai simulé pour un astéroïde de 8 km de diamètre qui arrive à 13,4 km par seconde. Ça fait un cratère de 50 miles, 80 km. Donc, avec les estimations qu'ils donnent sont un petit peu faibles. 50 miles. Et la profondeur du cratère, c'est 1 km. Donc, c'est pas mal. Ça fait un gros trou. Hein. Donc, 80 km de diamètre, 1 km de profondeur, 500 km3 de roches évacuées. C'est beaucoup, hein, parce que 1 km3 d'eau, ça pèse 1 milliard de tonnes. Donc, quand c'est de la roche, c'est plutôt la densité de 2,5. On va dire, je vous le mets à 2 milliards de tonnes le kilomètre cube de roche. Donc là, on est à 1000 milliards de tonnes de matière éjectée. Vous voyez, donc Rennes, les Utopia, la Tsemitan, le pont, tout ça, il n'y a plus rien. Vous imaginez, ça fait des gros dégâts, quoi. Alors, on peut s'amuser aussi à imaginer l'énergie de mise en jeu. Donc, je mets ça pour ceux qui suivent les calculs, mais sinon, c'est pas grave. Ça représente 19 millions de tonnes de TNT. Donc, c'est beaucoup. Là, c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça fait comme séisme? Ça fait l'énergie d'un séisme de magnitude 12, mais l'énergie d'un séisme, c'est pas vraiment la bonne mesure. L'énergie d'un séisme, il y en a beaucoup qui part en vibration, en roche éjectée, qui partirait dans le cas d'un impact, en roche, en chauffement, en chauffage, etc. Donc, c'est pas la bonne mesure pour savoir quel séisme ça ferait. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le moment sismique, donc les énergies qui est dans la force de cisaillement d'un séisme, et de comparer ça, de comparer ces 19 millions de mégatonnes, ça fait un séisme de magnitude 9,3. C'est beaucoup. En fait, c'est le plus important séisme jamais qui s'est produit sur Terre, à Valdivielda au Chili en 1960, 9,5. Donc un impact comme celui du film Météor, c'est l'équivalent en termes sismiques. Après, en termes de dégâts locaux, je ne vous raconte pas, il y a quand même, on a dit 500 km3 de matière qui sont injectées. Ça correspond au plus gros séisme qu'on ait jamais vécu sur Terre. Donc c'est dire à l'inverse l'ampleur de ce qu'ont vécu ces gens-là en 1960 au Chili. On comprend que ça a secoué. Magnitude 9,5, c'est vraiment un énorme séisme. Alors dans Armageddon, là c'est Harry Stamper qui déboule, pareil, il y a un astéroïde qui arrive avec 50 000 km par heure. C'est encore le bon ordre de grandeur de la vitesse. 50 000 km par heure, c'est bien choisi. Il est grand comme le Texas, et quand on met Cérès, regardez, voilà, Cérès c'est la France, vous voyez, c'est bien. Cérès c'est la France. Vous posez Cérès pile sur la France. Ça fera un cratère beaucoup plus grand, mais voilà, ça nous vise,
L'affaire est pliée. Alors, il y a un artiste qui s'appelle Don Davis, qui travaille beaucoup pour la NASA, qui ne sait plus à imaginer, avec la vie des gens de la NASA, les discussions des gens de la NASA, ça fait quoi un objet de 1000 km, genre Cérès, qui tape la surface de la Terre. Ça fait ça. Là, les trucs qui volent, c'est la Terre. L'atmosphère, c'est là où on voit les nuages. Vous voyez, c'est 1000 km posés sur la Terre, c'est un gros bousin, quoi. C'est plus gros que la plus haute montagne, c'est 1/6 du rayon de la Terre. Enfin, ça se voit, quoi. Et là, c'est juste au moment de l'impact. Bon, c'est une catastrophe, c'est absolument énorme. La Lune s'est sans doute formée. On pense désormais que la Lune s'est formée par l'impact entre la Terre, la proto-Terre, et un objet de la taille de Mars, qui à la fin a formé la Terre actuelle, au sens de sa taille, et des débris dont certains se sont rassemblés et ont formé la Lune. Donc ça rigole pas, c'est des débris d'ampleur cataclysmique, ça détruit, enfin c'est une catastrophe. Dans les dinosaures, dans le cas de l'impact des dinosaures, on a retrouvé, ça a tapé dans une région qui est maintenant dans le golfe du Mexique, près d'un village, enfin on l'appelle Chicxulub, c'est près du village qui est actuellement là, ou pas loin où ça a tapé. Le cratère résiduel, on ne le voit plus le cratère, il n'est plus en surface, mais la trace qu'on a dans le sous-sol, ça fait 200 km de diamètre. On a retrouvé des roches fondues de cet endroit, on le sait parce qu'il y a des particularités isotopiques, c'est-à-dire on a analysé les roches du coin et puis on les a retrouvées en Inde, on les a retrouvées en Australie. Donc quand ça a tapé, il y a des bouts qui sont tombés jusque loin là-bas. Il y a eu un incendie global à la surface de la Terre. La couche Crétacé-Tertiaire, il y a des cendres, du carbone brûlé dans plein d'endroits à la surface de la Terre. Il y a eu un incendie à l'échelle de la Terre entière. Enfin, ça a dérouillé vraiment. Mais à la fin, il y en a qui ont survécu, les petits mammifères à la con, dont nous sommes les descendants, les dinosaures dégagés. Ils n'avaient pas assez bossé l'espace. Alors, l'astéroïde approche de la Terre. Là, c'est une image, alors il est là à gauche, là, il y a toujours une image très dramatique avec des poussières, des cailloux, des machins, bon. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est toujours dans, je crois, Armageddon, on nous dit il rentre en collision, dans 18 jours, il rentre en collision avec la Terre, donc là, on sent qu'il est en train de viser la Terre. Alors, moi, je fais des calculs encore. Il va à 50 000 km/h, il arrive dans 18 jours, il y a 24 heures par jour, donc il est, quand ils disent ça, quand ils disent il arrive dans 18 jours, je sais qu'il est à 21 millions de kilomètres à peu près. Alors, cet objet, il a la taille du Texas, donc la taille de Cérès. Et Cérès, c'est un astéroïde très bien connu. On ne le voit pas à l'œil nu. Il n'est pas visible à l'œil, mais il n'est pas loin. On peut le voir aux jumelles, c'est pas brillant. Et on peut le voir très aisément avec une petite lunette ou avec un télescope. Sa magnitude apparente, c'est 7,4. La limite pour l'œil, c'est 6. Donc 7,4, c'est juste limite. Et il est en moyenne à un peu moins que 2 unités astronomiques. Avec l'information du dessus, qui concerne un astéroïde de la taille de Cérès. Et l'information réelle sur Cérès, si je dis que c'est Cérès qui est même sur la figure, je peux calculer la luminosité que devrait avoir cet astéroïde dans le ciel de la Terre. Il est en train de s'approcher de nous, là, et on le voit brillant comment? Alors, brillant comment? On fait le calcul, moins 0,2, donc ça veut dire qu'il est aussi brillant que l'étoile la plus brillante du ciel de la Terre. Donc, il y a un autre truc très brillant qui s'approche de vous. Alors, les trucs brillants qui bougent, c'est pas un danger, parce qu'ils bougent sur le côté. Les trucs brillants qui bougent pas, ils sont là, et vous savez qu'ils s'avancent. Les trucs brillants comme, je sais pas moi, Sirius, c'est pas gênant, c'est l'étoile la plus brillante du ciel de la Terre, c'est pas gênant, elle est loin, elle bouge pas par rapport à vous. Mais s'il y a un truc brillant dont vous savez qu'il bouge, et dont la vitesse sur le côté c'est 0, c'est-à-dire il vous vise. Donc vous faites un pas de côté, quoi, plusieurs pas de côté éventuellement, quoi, d'accord? Donc si ça va sur le côté, ça va, mais si c'est vers vous, c'est plus embêtant. Et donc là, moins 0,2, on aurait dû le voir. Enfin, ils essaient de cacher l'information, mais n'importe quelle personne qui regarde le ciel et qui voit un machin de magnitude 0,2 dans une direction, au début, il n'y avait rien, il sait qu'il y a un truc nouveau. C'est comme l'étoile mystérieuse dans Tintin. Il y a un point brillant extraordinaire dans la constellation de la Grande Ourse. C'est évident, même quand on en a fait quand on a un niveau modeste en astronomie. Donc les gens devraient le savoir. Et alors, pourquoi un truc comme ça a été raté? L'argument, mais l'argument est toujours valable. Eh bien, nous n'avons qu'1 million de dollars de budget, Mr. President. Et on surveille avec ça, pas beaucoup, il faut envoyer le pognon pour que les scientifiques bossent. Vous voyez que c'est toujours d'actualité. Il faut effectivement envoyer le pognon, en général pour les services publics, et pour les gens, et pour la science, évidemment. Mais effectivement, ça nécessite... Les budgets ne sont pas énormes de surveillance du ciel, hein, c'est quelques centaines de millions de dollars, typiquement. C'est pas énorme, c'est du temps de télescope et des gens qui analysent. Maintenant, il y a plein de systèmes automatiques d'analyse pour détecter et suivre les astéroïdes déjà connus et en détecter de nouveaux. Mais il a fallu quand même mettre l'argent là-dedans pour voir ces découvertes régulières que j'ai montré tout à l'heure sur le diagramme, où on voit qu'on détecte maintenant beaucoup d'astéroïdes, de géocroiseurs, dont les plus petites tailles. C'est ceux-là les plus ennuyeux d'une certaine façon, parce qu'on les détectera sûrement un peu trop tard, ou un peu au dernier moment, parce qu'ils sont très peu brillants.
et ils deviendront assez brillants quand ils seront assez proches, et c'est le moment où justement il sera peut-être un peu trop tard s'ils devaient vraiment nous taper dessus. Alors là, il y a le responsable de la NASA va vous donner une information extrêmement importante sur la situation. Donc, il y a cette idée d'orbite zéro, quoi. Il y a un moment, et on va faire péter la bombe, ça va casser l'astéroïde en deux. Bon, en deux bouts. Parce qu'évidemment, si vous prenez l'astéroïde qui vous tombe dessus, vous le cassez en plein de bouts. Bah, vous prenez les pleins de boue dans la gueule les uns après les autres, c'est pas forcément un gain, quoi. Ça va répartir un peu les emmerdements sur la surface de la Terre. Au lieu qu'il y ait un endroit, Nantes, qui prend tout, il y aura Nantes, et après ça va tourner un peu, après il y aura l'Atlantique, ça va tourner un peu, après il y aura New York, ça va tourner un peu, après il y aura Chicago, ça va tourner un peu, etc. Donc tout le monde en prendra un peu plein la gueule, mais ça va, voilà, ça va diluer le risque, enfin l'étaler, mais c'est tout. Alors là, on voit que les deux bouts partent sur le côté, vous voyez que ça montre bien qu'il suffit de rater de pas beaucoup, hein. Il faut que ça décale de 1 rayon terrestre, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme pour que ça nous rate, c'est pas énorme. Et puis, il y a l'idée qu'ils prennent le truc, ils le cassent et ils mettent une vitesse latérale sur le côté. Donc l'astéroïde, il vous arrive vers vous, vous le cassez, il arrive vers vous, vous le cassez en deux, il fait ça. Donc il faut mettre une vitesse sur le côté, parce que d'habitude, il n'a que la vitesse, le truc il est comme ça, il vous arrive dedans. Bon, alors comment on fait? Donc on nous dit, l'orbite zéro, quand il atteint l'orbite zéro, c'est dit dans le film, il restera 3 heures et 57 minutes. L'orbite zéro, vous avez 4 heures pour faire vos bagages, enfin, payer votre Dieu, faire ce que vous voulez, et après, boum, il tombe dessus. Donc on sait qu'il va à 50 000 km/h. Donc l'orbite zéro, je reprends les termes du film, ça serait discutable, elle est à 200 000 km. C'est plus proche que la Lune, hein. Ça fait pas rire du tout. Ce truc, il est plus proche que la Lune, il vous arrive dessus, il va falloir agir. Donc 200 000 km. Alors voilà ce qui se passe, voilà le résultat de l'action du camarade Stamper. Les deux moitiés sont passées à 600 km de la Terre, ils l'ont dit, hein. La vitesse tangentielle qu'il faut avoir pour partant de 200 000 km et passer à 600 km de la Terre, donc vous visez pile la Terre, on peut la calculer, ça fait 492 mètres par seconde, donc ça veut dire qu'il faut partir un bon kick sur le côté à 1800 km/h, donc l'explosion, il faut qu'elle passe les... Donc il y a deux trucs qui fait la taille du Texas, qui fait 1000 km. Il faut en faire deux bouts, qui font la moitié de la taille du Texas, donc des gros bouts. Il faut leur donner un kick sur le côté à 1700 km/h, d'accord, pour faire ça. Donc, si vous faites ça, l'énergie qu'il faut mettre là-dedans, la masse de Ceres, je vous fais grâce des détails. La bombe du camarade de Stamper, 27 milliards de millions de tonnes de TNT pour faire ça. Si tout est bien nickel, enfin, vous avez compris qu'il y a quelques détails techniques, mais si tout est bien nickel, il fait ça. Et donc, c'est l'équivalent, on peut calculer, de 3/10 de seconde de l'énergie du Soleil entier. Donc ça vous donne une idée, vous prenez le Soleil, vous en mettez 3/10 de seconde, c'est pas beaucoup, hein. Paf, vous mettez dans l'astéroïde et boum. Voilà. Ça va pas le faire. Enfin, il n'y a pas besoin de faire ces gros calculs pour s'en rendre compte. On voit bien qu'Armageddon, c'est un film un peu délirant du point de vue des sciences, de ce point de vue-là. Mais bon, c'était pas l'objectif de faire un truc nickel du point de vue des sciences, évidemment. Mais vous voyez qu'on peut se livrer à une petite analyse très détaillée. Et c'est sans doute pas la bonne solution, parce que ça fera plein d'autres débris qui vont tomber sur Terre. Même si on arrive à dévier un peu les deux gros bouts. Bon. Alors remarquez aussi, alors ça c'est pour le plaisir des yeux, vous avez vu l'explosion comme elle est foutue? Il y a une espèce de truc en papillon, puis un machin dans un autre plan. Pour les physiciens, c'est une horreur. Il y a deux plans de symétrie, enfin, ça va pas du tout, quoi. Les symétries, comme on dit, sont pas respectées. Bon. Mais je vous en montre une belle, regardez. Ça, c'est la nébuleuse du papillon, justement. C'est une nébuleuse planétaire, elle est belle, elle est bipolaire, enfin voilà. Ça ressemble vraiment à l'explosion qu'ils ont faite, hein. Sauf que là, c'est autre chose. C'est la fin de vie d'une étoile. Bon, je montre ça pour montrer une jolie image. Alors, dans Deep Impact, c'est une comète, cette fois-ci, qui nous tombe sur la tête. Même année, hein, 1998. Vous allez voir, c'est pas un hasard. 1988, la même année, il y a deux films catastrophes avec un bout de caillou, là, une comète qui tombe dessus. Elle va aussi à 50 000 km/h et elle va faire un événement qui s'appelle ELE dans le film. Extinction Level Event, c'est-à-dire en gros, c'est le coup des dinosaures. 11 km de diamètre, c'est typiquement la taille de ce qu'on estime être celle de la météorite qui a frappé la Terre à l'époque, il y a 66 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Alors voilà, ça peut être le nœud de la comète de Halley. Bon, la comète de Halley, tranquille, on l'a vue en 1066, on la voit tous les 76 ans depuis 1066. Prochain passage, 2062. Moi, je l'ai vue en 1986, j'espère être de ce monde en 2062. Je suis vraiment un peu papy, j'espère pouvoir voir la comète de Halley 2 fois. Et donc, visé 2062. Hein. Il y aura un autre passage de la comète de Halley. 11 km, donc voilà, ça pourrait être la comète de Halley quoi, en taille, sauf que la comète de Halley, elle est en orbite, tranquille, elle ne nous embête pas. Alors, pourquoi ça, c'est en 98 ? Enfin, la même année et dans les années 90, c'est parce qu'entre 1992 et 1994, il s'est passé deux choses. En 92, il y a une comète qui est passée, c'est pour ça qu'ils ont pris une comète aussi, qui est passée près de Jupiter, et les forces de marée de Jupiter ont brisé le noyau de la comète en 23 fragments.
Donc il y a une comète qui passe près de Jupiter, les forces de marée, donc la gravitation de Jupiter, elle est plus forte sur la partie de la comète proche de Jupiter que sur la partie de la comète loin de Jupiter. Elle est passée suffisamment près pour que ces forces-là étirent, comme le sont étirés les océans terrestres, mais étirent et brisent la comète. Et il l'a brisée en 23 fragments. Les fragments, ils ont fait un petit tour sur leur orbite, ils sont revenus, et 2 ans plus tard, ils ont tapé dans Jupiter. Et on vous montre ici, c'était très spectaculaire, voilà les impacts, la trace des impacts sur Jupiter. Jupiter est une géante gazeuse, donc il n'y a pas de cratère, hein, et ça va secouer Jupiter, ça a fait remonter de la matière sur Jupiter, ça a échauffé l'atmosphère à ces endroits-là. Voilà la taille de la Terre par rapport à la tache rouge et par rapport à la taille des impacts, pour vous donner une idée de comment ça a secoué le cocotier, quoi. Donc ça rigole pas du tout, la taille n'est pas ici, hein, évidemment, j'ai posé dessus, je dis ça, mais pour comparer. Donc ça n'a pas rigolé, c'était tout à fait spectaculaire, avec un télescope de 20 cm, peut-être dans la salle, je suis sûr qu'il y a des gens de la Société astronomique de Nantes dans la salle qui étaient vivants en 1994, et qui ont dû regarder avec leur télescope 20 cm de diamètre, c'est le télescope qu'on appelle Célestron, enfin Célestron 8, c'est une marque, mais il y en a plein de 20 cm, c'était suffisant pour, à l'œil nu, voir les petits points noirs, comme un petit point noir qui là sont très détaillés, photographies qui ont été prises par le télescope spatial Hubble. Donc on voyait les traces d'impact à l'œil, enfin pas à l'œil nu, instrumenté par un télescope modeste, un télescope d'amateur canonique, si j'ose dire. C'était vraiment, vraiment étonnant. C'était un moment assez spécial, disons, dans la vie des astronomes en général, les astronomes amateurs évidemment en particulier, et des professionnels aussi. Alors pour éviter ce plan-là, dans le film, ils envoient un vaisseau qui s'appelle Orion. Enfin, pas Orion, il l'appelle le Messie. Mais il est inspiré, il s'est dit dedans. C'est inspiré du programme Orion. Ah, c'est marrant, ça. Le programme Orion, ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Voilà le vaisseau Orion qui était imaginé par la NASA dans les années 60, en 64, qui était un vaisseau qui est propulsé par des explosions thermonucléaires. Donc l'idée est simple, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais ça c'est la partie charge utile, c'est la partie propulsion. Vous éjectez une bombe nucléaire à l'arrière, elle explose, et l'onde de choc pousse ce truc, qui est un absorbeur, un truc qui va, sous l'effet de l'onde de choc, être comprimé, et en se décomprimant, il va faire avancer le vaisseau aussi. Donc vous, littéralement, vous larguez derrière vous des bombes, et vous les faites exploser, et vous avancez comme ça. Dans l'espace, ça va, on peut discuter des qualités environnementales d'une telle propulsion, mais dans l'espace, on peut dire ça. C'est pas fait pour décoller depuis la Terre, évidemment. Il y a des systèmes qui ont décollé comme ça depuis la Terre. Des pot-pot, des systèmes où on largue une bombe chimique, cette fois-ci, qui explose en dessous, et boum, ça vous projette vers le haut, et avant de retomber, vous en lâchez une autre, et boum, ça vous reprojette vers le haut, et vous en lâchez une autre, et boum, ça vous reprojette vers le haut. Pour voir si le concept marchait, au moins dans le principe. Et ça marche, ça n'a jamais été lancé, ça n'a jamais été réalisé, mais vous voyez que là, dans le film, encore une fois, ils vont chercher dans les archives, toujours pareil, ils bossent un peu quand même. Donc c'est assez toujours intéressant, disons, d'analyser ça. Il y a eu d'autres projets, mais celui-ci, ils font référence effectivement à ce projet Orion. Alors maintenant, un peu de mécanique orbitale, fini de rigoler, du sérieux. Ça, c'est une image du film, hein. Donc dans cette image du film, voilà, j'aime bien ces dessins-là, moi il y a plein de trucs écrits partout. Alors d'abord, il y a un truc là, il y a un truc là, il y a un petit machin là, et là il y a un truc là. Alors là on va comprendre quoi. Ça c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil. Il y a écrit Sun, là vous voyez c'est à peine, dans l'écran c'est mal foutu, c'est pas moi qui ai mal coupé, hein, ils sont chiants, ils montent pas toujours bien les écrans. Ça on comprend que la Terre elle se déplace là-dessus, là c'est la Terre, problème. Donc là, on comprend que c'est le moment où il y a quelque chose qui va se passer, et donc on en déduit que ça, c'est l'orbite de la comète. Et puis le truc bleu qui est là, il disparaît, il doit faire un tour, hop là, il arrive, là c'est le vaisseau, le Messie, qui va intercepter la comète et faire des plans avec la comète. Et donc on comprend que ça, c'est la trajectoire du Messie. Alors, ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'il y a aussi un nombre qui est écrit là, à droite, launch 26,4 km² par seconde au carré. Alors ça, quand on regarde un peu la mécanique orbitale, cette quantité-là, ça représente ce qu'on appelle le C3, ça c'est le mot technique, C avec un 3, le C3, de l'orbite, mais c'est le double de l'énergie massique, de l'énergie par kilogramme de l'orbite. Dit autrement, c'est le carré de la vitesse terminale. Si vous avez un vaisseau qui a cette valeur, sa vitesse à l'infini, quand il s'échappe vraiment, il part de la Terre, il va à l'infini loin là-bas, c'est le carré de sa vitesse finale. Donc vous prenez la racine carrée de 26,4, ça fait un truc, genre 6, moins que 6 et plus que 5.
Et voilà, ça vous dit que ce vaisseau, il aura une vitesse thermale de 5 km par seconde vis-à-vis de la Terre, donc il va s'échapper de la Terre, mais il ne s'échappera pas du système solaire. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comparer, cette fois-ci en regardant dans les tables de ceux qui font des calculs d'orbite, c'est quoi le C3 qu'il faut pour atteindre tel ou tel objet du système solaire. Eh bien, voilà. Si vous voulez atteindre Mars ou des géocroiseurs, le C3 typique, il est entre 10 et 25 km² par seconde au carré. J'oublie l'unité, 10 et 25. Jupiter en direct, c'est-à-dire vous visez Jupiter, zap, comme ça, vous ne bricolez pas, des assistances gravitationnelles, c'est 80. Et si vous voulez faire un flyby de Pluton, comme a fait la sonde New Horizons, c'est 165. Donc on voit deux choses. D'abord que ça va coûter beaucoup d'énergie pour aller vers Pluton, et c'est ce qui a été le cas pour New Horizons. La sonde, à la fin, elle faisait 500 kg, et c'est des milliers de tonnes qui ont décollé de la surface de la Terre, en matériel, en fusée, en carburant. Et la valeur qui est indiquée là, elle est dans la bonne gamme pour atteindre un géocroiseur. Donc ils sont assez malins, ils ont dû peut-être demander à quelqu'un de donner une valeur plausible, de faire un vague calcul d'orbite. Il a dû se passer quelque chose pour que cette valeur ne soit pas n'importe quoi, et il y aurait beaucoup de choses encore à raconter. Alors voilà la journaliste Jenny Lerner, là, dans le film, qui nous explique, ah voilà, Gus Partenza, il est mort, parce qu'il y a eu des problèmes, évidemment. Et alors quand elle monte Gus Partenza qui est mort, le pauvre Gus Partenza, là, il y a un truc qui est derrière. Alors moi, quand je vois ça, je reconnais immédiatement cette image. Quand j'ai vu le film, je dis, bah... Donc j'ai revu le film, j'ai arrêté, regardez, c'est la même image que celle-ci. Le noyau de la comète Hyakutake qui a été photographié par le télescope spatial Hubble en 1996, quand cette comète est passée, qui a été une comète très spectaculaire qu'on voyait bien dans l'hémisphère nord, qu'on voyait très bien à l'œil nu, c'est une très belle comète, en 1996. 92-94, il y a des noyaux de comètes qui se pètent la gueule sur Jupiter. Et ça se voit, et on se dit, ah ouais, ben ça arrive en vrai. On l'observe. Maintenant, grâce à des amateurs qui se plaisent à faire ce genre de travail, on a des images d'impact de petits corps, tout petits corps, probablement quelques centaines de grammes, peut-être quelques kilogrammes à la surface de la Lune. Il y a des petits flashs lumineux qu'on arrive à détecter quand un corps tape à la surface de la Lune, dans la région sombre de la Lune, on sait, bah, il y a un truc à taper. Et là, on voit le noyau de la comète Hyakutake, qui est une comète qui a été assez spectaculaire, et donc c'était assez naturel. En 98, qu'il y ait des films sur ça, il y en a eu 2, et qui parlent de comètes, et qui mettent en image. Ils ont mis une image de comète pour mettre une image vraie, mais qui n'a rien à voir avec la comète. Enfin bref, tout ça n'a rien à voir, mais c'est plausible de mettre cette image dans le film, dans les actualités. Alors comment on ferait en pratique ? Je vais essayer de tenir dans le dernier quart d'heure les méthodes, comment on se débrouille, enfin les plans. Alors, il y a la première question, c'est est-ce que vous êtes pressé ? Si c'est là ou si vous avez le temps. Alors si c'est oui, bon, il va falloir faire sauter la baraque, soit à la chimie, soit avec du nucléaire. C'est les meilleurs moyens. Alors la chimie, ça veut dire juste une bombe chimique habituelle. Le nucléaire, c'est plus compact et ça dégage plus d'énergie. Mais voilà, si vous êtes pressé, on a beau dire, il faudra faire d'une façon ou d'une autre, faire ça. Mais le mieux, ce serait de ne pas être pressé, de ne pas se retrouver dans une situation comme ça. Alors vous pouvez la faire sauter, cette bombe, en altitude, en surface, pour créer un effet fusée qui va dévier un petit peu. Vous pouvez la faire sauter à la surface, en la posant dessus. Vous pouvez la faire sauter en subsurface, comme Harry Stamper et ses copains, ils se posent dessus, ils font un trou, ils en tirent la bombe et boum, pour casser le truc. Tout ça est compliqué, je ne détaillerai pas ces idées-là, et c'est pas certain qu'elles marchent, parce qu'en fait, on ne connaît pas bien la façon, la cohérence, la façon dont on se tient un astéroïde, on sait que c'est tenu de façon assez lâche. Il est bien possible qu'une explosion ne fasse pas l'effet qu'on estime. Je vais vous en parler dans un instant, dans une autre situation. On peut la dévier par impact. Là, cette fois-ci, au lieu d'envoyer une bombe, on arrive et boum, on tape dedans. Ben, ça, on l'a fait. On va y revenir dans un instant. On l'a fait une fois pour le tester. Alors, si on n'est pas pressé, vous savez que dans 50 ans, il y a un truc qui peut-être va vous tomber sur la figure, vous avez du temps, alors là, vous pouvez commencer à... Il faut y aller, parce que 50 ans, c'est pas si long à l'échelle des programmes spatiaux, mais c'est jouable. Vous pouvez utiliser soit un tracteur gravitationnel, j'en parlerai un peu, un remorqueur, on ne sait pas faire ça. On peut vaporiser, on pourrait savoir faire ça. Et on peut utiliser l'effet Yarkovsky. On saurait faire ça, mais ça va falloir être patient. Je ne discuterai pas tous ces effets-là, mais c'est pour vous faire un peu de name dropping. Ça, c'est la conférence, la version longue qui dure 3 heures. Version par impact, on a déjà testé ça sur la comète Temple. En fait, l'idée n'était pas tant de dévier la comète, mais par un impact prévu à l'avance, avec un objet dont on connaît bien la composition, c'était un boulet de cuivre. Il n'y a pas de cuivre dans les comètes. Donc dès qu'on voit des raies du cuivre, on sait que c'est nous. Dès qu'on voit des raies d'un autre truc, on sait que c'est des éléments de la comète. D'envoyer de ça pour mettre en surface du matériau intérieur de la comète, pour voir ce qui se passe dedans sans vraiment aller creuser soi-même, sans s'y poser, juste en tirant un boulet. Et ça a eu des conséquences, alors je vous montre juste les valeurs. L'essentiel, c'est ça a changé la vitesse orbitale de 0,1 millionième de mètre par seconde, donc pas beaucoup.
Et la diminution, le périhélie de la comète, qui avait un périhélie qui se compte en centaines de millions de kilomètres, ça a été réduit de 10 mètres. Vous voyez, c'est modeste. Mais c'était un petit boulet, hein, c'était 372 kg d'un boulet en cuivre qui est arrivé à 10 km par seconde. Donc, on dit qu'à mettre un plus gros boulet, ça fera un plus gros effet, quoi. D'une certaine façon, peut-être ça pourrait marcher. Alors l'effet, il a été vu sur la comète, dans la zone du boulet avant et après la comète. Ça fait un cratère qui fait 150 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur. Donc il y a eu un effet sur la comète. Ça, c'est absolument clair. On a fait un effet de transformation de surface de la comète. Bon, le but n'était pas de la dévier, c'était de faire apparaître de l'impact de surface, puis de voir quand même comment ça se passait, cet impact-là, qu'est-ce qu'il y aurait comme conséquence. Alors vous avez sans doute entendu parler de la mission DART, la plus récente, en septembre 2022, en septembre dernier, enfin pas dernier, mais dernier, avant-dernier, où il y a eu une mission qui a été lancée vers un astéroïde double, justement. Un astéroïde avec un satellite. L'astéroïde s'appelle Didymos, l'astéroïde s'appelle Didymos, et le satellite s'appelle Dimorphos, et on a visé Dimorphos. On s'est dit, on va viser un astéroïde double. D'abord, il a le mérite de passer pas très loin au moment où l'impact se produira, ce qui fait qu'on pourra voir l'impact depuis la Terre, par des instruments depuis la Terre. Et on a visé le satellite, parce que si ça se passe mal, ça risquait pas de se passer mal, il n'y avait pas beaucoup d'énergie dans le truc, malgré tout, au moins c'est un satellite de l'astéroïde. On ne voudrait pas tester une déviation d'astéroïde qui... Ah merde! Oh merde! Ça l'a dévié vers nous. Bon, on était à peu près sûr que ça se produirait pas, mais ça quand même... Ouais, du point de vue de l'image et de la façon dont les choses se font, ça pourrait inquiéter inutilement les gens. Bon, cherchons à pas... Voilà, c'est mieux, c'est plus sûr. Donc, la mission elle est arrivée, c'était un vaisseau dont l'intégralité du vaisseau a été percutée la comète. Enfin, l'astéroïde. C'était pas un bout qui part et on reste autour. Non, c'est tout le bousin va taper dedans. Donc, il fait 500 kg, il a tapé à 6,6 km par seconde et l'impact, il a eu des conséquences. L'orbite, comment on sait les conséquences? En tapant dans le satellite, ça a modifié sa période orbitale. Ça lui a fait perdre un peu d'énergie orbitale et ça a changé son orbite. Vous voyez que l'orbite, là c'est représenté, il y avait une orbite qui faisait un peu moins de 1,2 km de rayon, et bien c'était l'orbite blanche, et bien il est devenu une orbite un petit peu différente. Et la période orbitale, on a mesuré son augmentation, elle a varié de 32 minutes. Donc on sait que ça a eu un effet. On a eu plein d'images, il y a plein d'images, si vous cherchez sur ça, vous en trouverez plein sur le web, il y a plein de choses à raconter. On a eu un effet. On sait que ça marche. Le coup de l'impacteur, on sait que ça marche, on voulait voir à quel niveau ça marche, et ça a bien marché 2 fois. Alors maintenant, on attend plein de données qui ne sont pas présentes. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plus tard en 2024, arrivera la sonde européenne, partira en 2024 et arrivera en 2026, la sonde européenne ERA, qui va aller voir sur place le résultat de la collision. Normalement, les deux auraient dû arriver en même temps. Bon bref, il y a eu un plot twist, mais on va avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé sur place. Et on pense qu'il y a eu à la fois un effet de contact. Le truc avance comme ça, il y a un truc qui lui tape dedans, ça le bouge un peu. Et deuxièmement, la matière éjectée a fait cet effet fusée dont je vous parlais tout à l'heure. Comme l'astéroïde est assez lâchement tenu par sa propre gravité, ça a éjecté de la matière et ça l'a propulsé comme s'il y avait une sorte de réacteur temporaire qui s'était déclenché à la surface de Dimorphos. Et du coup, il y a une chance que ça aide un peu l'impact quand on va tester ça. Donc là, la sonde ERA doit être lancée cette année, enfin 2024. Elle arrivera en 2026 et elle va regarder ce qui se passe en détail. Donc la deuxième solution dont je vais parler, c'est le tracteur gravitationnel. C'est l'idée, si vous êtes près de l'astéroïde, vous êtes attiré par l'astéroïde, mais vous attirez l'astéroïde. Quand je saute en l'air comme ça, je pousse la Terre recule. Pas beaucoup. Pas beaucoup, il faut être modeste. Parce que je ne suis pas très lourd par rapport à la Terre. Mais quand un caillou tombe vers la Terre tombe vers le caillou. Le caillou subit de la Terre la même force que la Terre subit du caillou. Et il bouge en subissant la même force. Il y a un caillou léger et une Terre massive, c'est le caillou qui bouge, et l'autre, il a une grande inertie, il ne bouge pas beaucoup, évidemment. Mais là, dans un astéroïde qui peut être un peu lourd, même des centaines de mètres, ça pèse tout de suite des millions, même peut-être des dizaines de millions de tonnes, des dizaines de millions de tonnes et un machin qui fait quelques tonnes, il tombe l'un vers l'autre, mais quand même, l'astéroïde, il va bouger un petit peu. Donc si le satellite, il tombe vers l'astéroïde sous l'effet de sa gravité, mais que par une propulsion habile, il se maintient à distance constante,
c'est comme s'il tirait vers lui, par sa propre gravité, il tirait vers lui l'astéroïde. C'est pas très fort, hein, la force. Mais il le tire un peu vers lui. Si vous avez du temps, ça marche. Alors, calcul. J'aime bien les calculs. Vous avez un astéroïde de 100 mètres de diamètre. Il fait 2 millions de tonnes. Vous voulez le dévier, vous voulez lui mettre une vitesse dans une direction bien choisie de 1 cm par seconde. C'est pas beaucoup. Les vitesses orbitales, c'est des kilomètres par seconde. C'est une toute petite vitesse. Mais sur le côté, et sur 10 ans d'orbite, il va tourner 10 ans, et puis ça va le dévier suffisamment pour la Terre. On va dire qu'une vitesse latérale comme ça, aussi petite, ça suffit pour le modifier sensiblement son orbite et lui faire rater la Terre. C'est tout gagné. Donc vous avez 10 ans pour agir. Vous voyez, c'est la situation, j'ai du temps. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Vous avez une sonde à propulsion ionique, donc qui va éjecter un gaz, qui l'éjecte à une vingtaine de kilomètres par seconde et qui va se maintenir à 200 mètres au-dessus de la surface de l'astéroïde. Voilà les hypothèses du calcul. Alors après les calculs, je vous fais grâce des calculs, je donne la réponse. Il faut éjecter 1000 kg de gaz. Donc il n'y a pas beaucoup de gaz à éjecter, 1000 kg de gaz à éjecter pour se maintenir à 200 mètres en 10 ans. Donc vous avez, c'est tranquille. Ça fait une force qui fait 0,06 newtons. C'est le poids d'une masse de 6 grammes. Donc vous tirez l'astéroïde qui fait des millions de tonnes avec une petite ficelle, mais comme si vous tiriez pour avancer un truc de 6 grammes. Donc vous sentez que vous n'allez pas le tirer fort, il va bouger doucement l'astéroïde, mais 10 ans. Vous faites ça pendant 10 ans. Et puis la sonde, pour que sa gravité agisse, il faut qu'elle fasse 19 tonnes. Donc vous avez une sonde un peu massive, qui a 1 tonne de carburant, enfin 1 tonne de gaz à éjecter, qui a tout le système, les panneaux solaires, qui se maintient à 200 mètres, qui agit pendant 10 ans. Enfin, c'est pas injouable, c'est pas un truc qui est complètement... On n'a jamais testé, mais c'est pas en dehors des clous. C'est pas si simple, mais c'est pas en dehors des clous. Donc on pourrait imaginer, voilà, de dévier par traction gravitationnelle, si on avait du temps. C'est lent, c'est modeste, mais on pourrait y arriver. Et puis on pourrait faire carrément la version pro. Si on avait des vaisseaux à propulsion nucléaire, par exemple, on pourrait avoir ça. On va vers l'astéroïde, on touche l'astéroïde, le truc pousse, et puis il le pousse. L'astéroïde, il fait son orbite, l'autre arrive là, et puis il le pousse sur le côté, quoi. Vraiment, il pousse doucement, mais longtemps, avec un remorqueur spatial qui pousserait en permanence. Alors ça pose, l'astéroïde qui tourne, enfin le remorqueur spatial pose des problèmes, parce que si l'astéroïde tourne sur lui-même, ce qui est très souvent le cas, c'est la merde, parce que il faudrait arrêter sa rotation d'abord, parce que sinon vous ne poussez pas dans le sens que vous voulez, ça part, enfin, tu as compris l'idée, enfin, sans faire de calcul, on sent que non, ça ne va pas être bon. Alors il y a une autre solution, c'est le souffleur spatial. Donc vous arrivez près de l'astéroïde, c'est ça. Mais dans l'espace, si vous faites, qu'est-ce qui se passe? Démonstration. Vous vous éloignez, vous subissez, vous vous propulsez, vous éjectez de la matière par là, donc vous partez dans l'autre sens. Donc si vous voulez souffler en permanence sans vous barrer, il faut anti-souffler, il faut souffler de l'autre côté en même temps. Donc vous soufflez des deux côtés à la fois, il y a un côté qui va pousser l'astéroïde et l'autre côté qui est là pour que vous restiez sur place. Vous voyez qu'on commence à... C'est malin, bon, on peut faire des calculs, ça joue. On n'a jamais testé, mais ça joue, mais il faut avoir du temps. Et il faut avoir de l'énergie pour souffler pendant 10 ans, donc sans doute quelque chose qui sera à base de réacteurs nucléaires en orbite. On ne sait pas faire ça encore. Il y a des choses qui se déclarent sur le nucléaire en orbite ou le nucléaire spatialisé, notamment pour la future base lunaire. À un moment donné, quand c'est la nuit lunaire, ça dure 15 jours. Et quand ça dure 15 jours la nuit, les panneaux solaires, 0 pendant 15 jours. Et si vous pouvez emmener des gigatonnes de batteries, mais vous pouvez aussi emmener un petit réacteur nucléaire. C'est une possibilité. Alors, je ne vous dis pas, bon, il y a des problèmes. Et puis, si on fait un petit sondage, le nucléaire dans l'espace, qui est pour, qui est contre, voyez, on est aux Utopia, les gens réfléchissent, ils pourraient déjà, avant de répondre, on va réfléchir. Voilà, déjà, je sais que vous feriez ça. On va discuter, et puis dans une semaine, on aura trouvé une position commune, mais vous voyez que si vous dites lâchez ça dans le public comme ça peut inquiéter, et ce n'est pas forcément sans raison. Dernière solution, dans les 3 minutes qui restent, vaporisation de surface. Vous voyez, le coup, ça tape, il y a de la matière qui est éjectée, ça fait un effet fusée, ça pousse de l'autre côté. Alors au lieu de taper d'un coup, on pourrait chauffer la surface pour faire un point d'évaporation à la surface de l'astéroïde, et cette matière éjectée, l'astéroïde, ça le pousse. Alors il faut envoyer les satellites qui chauffent. Alors vous chauffez comment? Vous mettez des panneaux solaires, vous mettez des lasers, enfin vous trouvez une méthode. Donc ça veut dire que c'est pas si simple, il faut réfléchir comment on les fait, qu'ils restent en orbite. Donc voilà, il faut réfléchir un petit, il faut qu'ils visent le même endroit, pas qu'ils visent à côté, qu'ils visent bien toujours le même endroit. Mais ça serait aussi une possibilité
de chauffer intensément la surface d'un astéroïde. Et d'une comète, ça serait peut-être encore un peu plus facile, parce que là, les comètes, on le sait qu'elles dégazent quand elles s'approchent de la surface du Soleil, et qu'elles perdent cette matière, et qui modifient leur orbite, qui modifient leur masse, parce qu'elles perdent de la matière, et qui modifient un tout petit peu leur orbite. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est pas testé, ça prendrait du temps, il faudrait se donner le temps de faire ça, d'envoyer, les fabriquer, les envoyer, et puis qu'ils agissent, qu'ils chauffent pendant longtemps. Là, l'avantage, évidemment, c'est que vous pouvez vous débrouiller pour être toujours au même endroit, vous tournez en même temps, voilà, vous êtes en orbite, toujours au-dessus du même point, en orbite astéroïdo-stationnaire, ce qui est tout à fait jouable, hein, nos sondes sont tout à fait capables de faire ça, et puis vous chauffez toujours le même endroit. Alors, conclusion, il n'y a pas de solution unique, hein. La réponse, elle dépend de la taille du bousin versus combien de temps vous avez. Gros bousin, pas de temps, profitez de la vie dans la demi-heure qui vous reste, et puis après, adieu. Bon. Petit bousin, vous avez des plombes, en fait, vous en foutez, c'est ce qui tombe tout le temps sur Terre, aucun problème. Alors, il y a des endroits, pas trop gros bousin, vous avez du temps, c'est la défense civile, vous dire, barrez-vous. Bon, Nantes, barrez-vous, il y a un truc de 50 mètres qui va tomber sur Nantes. Bon, ça fait pas plaisir, mais entre ça ou se prendre 50 mètres dans la tronche, bon, bah, tout le monde se barre, on a le temps, tout le monde prend sa voiture, il y a des bouchons, le gouvernement organise tout ça, donc c'est la merde, enfin bref. Mais on peut espérer, par la défense civile, gérer le coup. Ça serait pas si simple, hein, faut pas rêver, ça serait pas si simple. Mais ça suffirait. Après, il y a les impacteurs, les cinétiques, les impacteurs. Quand on a un peu de temps et puis c'est pas trop gros, les tracteurs gravitationnels, il faut avoir du temps. Là, vraiment, on va pas pousser fort, hein. Les forces équivalentes, ça sera quelques centaines de grammes sur un machin qui fait des millions de tonnes. Donc, vous sentez bien que ça va pas bouger vite, donc il faut donner le temps. Mais les petits effets s'accumulant, ça finira par faire quelque chose. Et puis bon, à la fin, il n'y a plus que Harry Stamper et ses potes, on les envoie. Ils sacrifient glorieusement for all mankind et la gloire des États-Unis. Et puis voilà, et on fait sauter la baraque. Mais en même temps, les très gros, alors, vous voyez, comme c'est en échelle logarithmique, 1000 mètres, c'est là. Voilà, les vraiment kilométriques, ça serait ça la seule solution. On a des voies et moyens, parce que les plus risqués, si je veux dire, les plus nombreux, mais les plus risqués, ceux qui arriveraient dans les échelles de temps aussi malheureusement les plus courtes, avec pas trop d'avance, ce sont ceux qui font typiquement une centaine de mètres, quelques centaines de mètres de diamètre. Et donc on a des moyens qui ne sont pas besoin d'envoyer la grosse bombe. Voilà, ben j'ai fait 1 heure, je suis vert, j'ai tenu pile 1 heure, j'en crois pas mes oreilles. Là, c'est la comète, je vous montre cette comète-là, c'est la comète Neowise. Neowise, pourquoi je vous la montre? D'abord, parce que c'était une magnifique comète qui est passée pendant l'année 2020. Moi, j'étais confiné à Rambouillet. Enfin, j'avais loué un truc à Rambouillet pour être confiné à Rambouillet. Et donc, j'ai pu observer la comète Neowise peinard, alors qu'à Paris, on voyait que dalle, c'était l'enfer, en plus d'avoir la Covid partout. Et la comète Neowise, pourquoi elle s'appelle Neowise? Elle a été découverte par l'observatoire WISE. Et le WISE, c'était un observatoire qui avait pour objectif de détecter depuis l'espace des objets géocroiseurs. Et il a trouvé tout un tas d'autres trucs qui n'étaient pas géocroiseurs, parce qu'on trouve aussi d'autres trucs, dont cette comète qui s'est avérée la plus belle comète de l'année 2001, une très belle comète, une des plus belles comètes des dernières années, la comète Neowise. Voilà, merci de votre attention, et puis vive les utopiales.